Dans cette partie complémentaire, nous allons décrire brièvement les différences et les similitudes entre l'avion de ligne et l'avion léger d'Aéroclub qui a fait l'objet de l'étude précédente. Alors dans cette première vue schématique, qui est celle d'un Airbus de type A319, nous distinguons rapidement les parties principales communes avec l'avion léger, bien entendu, les ailes, l'empennage, le fuselage, le train d'atterrissage. Alors nous allons passer ensuite un petit peu plus en détail, en revue quelques spécificités ou parties communes avec précisément l'avion de club. Bien entendu, en dehors de la question de la masse, un avion de ligne actuel peut peser entre 100 et 200 fois plus qu'un avion de club. Une différence essentielle se situe au niveau de la motorisation. Si on accepte quelques rares avions de ligne utilisant encore des moteurs à piston, entraînant une hélice, tous les avions commerciaux actuels sont propulsés par des réacteurs ou des turbopropulseurs. Il peut y en avoir 2, 3 ou 4. Ils sont généralement situés en dessous des ailes ou bien au niveau de l'empennage. La présence d'hélices donc sur la photo de droite est due à la nature spécifique de ce type de moteur appelé turbopropulseur. Nous reverrons dans une autre émission la spécificité de cette technologie particulière de groupe motopropulseur. Vous avez peut-être remarqué sur la diapositive de structure générale la présence à l'extrémité de la queue de l'avion d'un système appelé APU pour Auxiliary Power Unit. Il s'agit d'un système, un groupe auxiliaire qui ne sert pas à propulser l'avion, mais dont le rôle consiste à produire de l'énergie pour alimenter les différents systèmes de bord, notamment la production électrique. Tous les avions de ligne actuels en sont munis. Alors, pour des raisons évidentes dues à la taille d'un avion léger et à la durée plutôt courte de ces trajets, on n'y insère ni cuisine ni toilette, ce qui est le cas bien entendu de l'avion de ligne. Alors ici une vue schématique du fuselage d'un avion de ligne. Alors on y distingue plusieurs éléments. Au nez de l'avion, le radar météo, nous y reviendrons. Des puits, un pour le train avant, un pour le train principal, qui sont les logements qui vont accueillir le train tricycle lorsqu'il sera rentré après le décollage. Le caisson central des ailes, c'est dans cette partie que vont se connecter les longerons de chacune des deux ailes, le plancher, donc cabine, et plusieurs cloisons de pressurisation, puisque en effet, un avion de ligne doit être pressurisé pour assurer donc des conditions de respiration et de confort, quelle que soit l'altitude à laquelle il vole. Alors ici, nous découvrons une vue plus rapprochée du centre du fuselage, dans laquelle on distingue principalement les cadres hélices, qui sont des structures communes assurant la rigidité du fuselage, qu'on trouve aussi sur un avion de club. Alors sur ces 4 photos, on distingue les cadres hélices qui me font prendre conscience de l'échelle, des dimensions de la structure d'un avion de ligne. On notera notamment la présence de renforcements autour des hublots dû à la protection de ces hublots
de la pression, de la différence de pression qui existe entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Alors examinons maintenant la schématisation d'une aile d'avion de ligne. Alors nous y distinguons des points communs avec la structure d'un avion léger, à savoir la présence de longerons. Alors il y en a plusieurs, un longeron central, un longeron avant, un longeron arrière. Il faut assurer la rigidité de l'aile de façon optimale, la présence de nervures, bien entendu, et ensuite extrado, intrado, et sur le bord de fuite, évidemment, nous retrouvons la présence de volets, d'ailerons, alors plusieurs types d'ailerons, et sur le bord d'attaque, la présence de bec, nous y viendrons un petit peu plus en détail par la suite. Et également de spoilers, qui ont une fonction spécifique et qu'on ne trouve pas sur une aile d'avion léger. Alors, sur cette vue de dessous d'un Boeing 747, on distingue nettement le déploiement des volets de bord de fuite, qui procurent une surface supplémentaire importante à l'aile, de volets Kruger et de bec de fente dont les fonctions spécifiques seront décrites dans des émissions plus consacrées spécialement à l'aérodynamique. Quelques photos ici de volets de bord de fuite sur des ailes d'avion de ligne. Certains sont totalement déployés. Sur cette nouvelle diapositive, 4 photos de bec de bord d'attaque. Et maintenant, quelques photos de spoilers et aérofreins, dispositifs qui sont déployés, qui se lèvent essentiellement en phase d'atterrissage de l'avion, à l'instar des volets et des becs. Mais nous reviendrons sur le rôle de ces dispositifs. Alors sur cette diapositive, à gauche donc la photo de ce qu'on appelle le radome, qui est ouvert ici et qui abrite des antennes, plusieurs types d'antennes, essentiellement une antenne de type radar qui tourne et qui informe dans l'affichage dans le cockpit pour le pilote donc la présence de masse nuageuse en avant de l'avion. Alors sur cette diapositive, deux photos représentant des extrémités d'ailes d'avions de ligne sur lesquelles on trouve ce qu'on appelle des winglets ou sharklets, suivant la forme géométrique. Alors on les trouve sur tous les avions de ligne actuels, même si on peut trouver des extrémités d'ailes légèrement recourbées en forme de winglet sur certains avions de club. Leur présence est systématique maintenant sur les avions de ligne de nouvelle génération. Et puis nous terminons par le train d'atterrissage. Bien entendu, sur tous les avions actuels commerciaux, de ligne, c'est le train tricycle qu'on va retrouver, même si par le passé certains avions de ligne avaient un train classique. Et compte tenu de la masse des avions actuels, il faut avoir en tête que un Airbus 320, par exemple, a une masse d'environ 40 à 50 tonnes. Donc, à l'instar d'un poids lourd, il faut un nombre important de roues que l'on regroupe sous l'appellation bogie, bien entendu, pour supporter ce poids, avec des amortisseurs, des freins. On ne va pas rentrer dans toute la technologie. Notons que l'avion au roulage peut être dirigé parce que son train avant est orientable et comme dans une automobile avec un dispositif de type joystick, on peut orienter cette roue pour diriger l'avion et le garder sur une ligne. C'est bien pour ça d'ailleurs que ces avions sont appelés entre autres avions de ligne, pour cette raison. Merci pour votre attention.